Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, en fait, je vais parler d'un sujet qui n'est pas. Je suis pas juriste. On va parler des politiques publiques, mais depuis une perspective d'entrepreneur. Je vous dis quelques mots sur mon parcours. En fait, moi, je suis agronome de formation. J'ai fait ensuite, après pas mal d'années de terrain, des études en écologie tropicale, et j'ai travaillé aux Nations Unies pendant 20 ans dans des fonctions en fait opérationnelles, dans le contexte essentiellement d'abord de projets de reconstruction de régions sinistrées après des conflits, notamment en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, etc. Et j'ai terminé en Bosnie. Et puis j'ai aussi créé et dirigé pendant 10 ans le centre satellite des Nations Unies, qui fournissait des services opérationnels de cartographie rapide à destination de la communauté humanitaire pour essayer de gagner du temps dans les déploiements. Ensuite, dans les années 2000, on a eu beaucoup de catastrophes naturelles majeures. Donc en fait, c'est vrai que l'activité a glissé de la reconstruction post-conflit à la reconstruction post-catastrophe naturelle et gestion des crises, et puis ensuite des reconstructions à plus long terme. Et en fait, on s'est rendu compte, en fait, dans ces années 2000, qu'en fait, il y avait des phénomènes récurrents qui augmentaient en intensité, notamment des inondations majeures, des glissements de terrain. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que, comme beaucoup d'ailleurs, j'ai découvert en fait la problématique du changement climatique. Parce qu'il était évident. Alors, ce que je peux vous dire dans mon vécu, la première disons, alerte, ça avait été de devoir retourner dans des zones qu'on avait reconstruites après conflit en Amérique centrale, dévastées par l'ouragan Mitch. Et puis à un moment, on voyait que la fréquence des catastrophes naturelles augmentait de façon un peu anormale. Et là, comme beaucoup, j'ai vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. J'ai commencé ça m'a mis la puce à l'oreille, donc j'ai commencé à beaucoup m'investir dans cette question-là, jusqu'à créer un centre spécialisé aux Nations Unies pour essayer de décentraliser au maximum la lutte contre le réchauffement climatique au niveau des villes, dans un cadre onusien. Alors j'ai eu un bureau à Brest pendant 3 ans, et puis bon, au bout de 3 ans, c'était très compliqué de faire s'entendre les collectivités territoriales hautes et les Nations Unies. Donc j'ai décidé de tenter l'aventure d'entrepreneur, en fait. Je me suis dit, bon voilà, j'avais fait 20 ans quand même dans la haute administration onusienne, et il était peut-être le temps de prendre une autre approche. Donc en fait, j'ai créé ma propre société, et puis le but de cette société, c'était de créer des sociétés à impact. Donc celle dont je vais vous parler aujourd'hui, et à partir de la position de laquelle je vais vous faire un retour d'expérience, s'appelle Ever Impact, qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on cherche en fait par cette entreprise-là à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en essayant d'avoir un impact fort à long terme. Alors évidemment, on est des tout petits, hein, on n'a pas prétention à changer la planète, mais au moins à montrer certains chemins et essayer dans tout ce qu'on fait d'avoir un maximum d'impact. Donc voilà ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc en fait, pour commencer à caler les choses, en fait, il n'y a pas 40 modalités de politique publique, enfin d'instruments de politique publique pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y en a que 2. Il y a les taxes carbone et le système de cap and trade. Alors, le premier, c'est une taxe qu'on impose en fonction d'un calcul de l'intensité carbone, etc. Donc grosso modo, les États calcule les émissions de CO2 des acteurs économiques en fonction de méthodes qu'ils décident, qu'on appelle les facteurs d'émission, etc. C'est un peu une usine à gaz d'ailleurs. Et donc en fait impose une taxe qui est collectée comme un impôt et qui alimente en général le budget national, et la plupart des pays qui perçoivent des taxes carbone n'utilisent absolument pas le profit de cette collecte fiscale pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le cas de la France.
Le deuxième, en fait, était historiquement celui qui avait été proposé au moment de la signature du protocole de Kyoto dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui était de dire, bon, on est dans une transition. Le réchauffement climatique est lié à un problème structurel d'émissions parce que c'est la machine économique en fait et l'usage en fait des fossiles à des fins énergétiques qui finalement terminent en CO2 entre autres et CH4 dans l'atmosphère qui crée l'effet de serre. Donc on s'est dit, bon, en fait, il faut donner du temps aux industries. Donc on va leur imposer progressivement, on va mettre en place une contrainte progressive, de plus en plus, en leur laissant la possibilité soit de comply ou de compenser. Et c'est ça qu'on appelle le système cap and trade. C'est-à-dire qu'on leur impose une trajectoire, d'accord, vers ce qu'on appelle maintenant le net zéro, donc la zéro émission nette. On dit net justement parce qu'on garde la possibilité de compenser. Et donc chaque industriel émetteur doit faire les changements technologiques de façon à réduire ses émissions jusqu'à les éliminer. Et tant qu'il n'est pas capable de les éliminer totalement, le delta, il doit présenter à l'autorité régulatrice un titre qu'on appelle un crédit carbone, qu'il doit acquérir auprès d'un acteur économique qui a la capacité de séquestrer la tonne de carbone dont qu'il a besoin de compenser. Et donc, alors, nous, en tant qu'entreprise, en fait, on a encore une start-up, on s'est créé en 2015, donc ça fait déjà un petit moment, ça fait bientôt 10 ans. On a un peu longtemps prêché dans le désert, mais en fait on est parti sur l'idée qu'il fallait faire avancer les choses par la mesure. Parce qu'en fait, toutes les critiques qu'on entendait auprès du secteur privé, et moi je l'ai beaucoup entendu auprès des villes, des entreprises, etc., dans le contexte de ma participation aux réunions internationales de l'UNCCD, de l'UNFCCC, donc la Convention 4, pardon, sur le changement climatique, qui disait, bah oui, mais tout ça, on est imposé, nous, sur des estimations, des bilans carbone, mais tout ça est très théorique. D'ailleurs, je me souviens très bien que ma collègue de l'époque aux Nations Unies, qui est aujourd'hui la directrice générale de Météo France, Virginie Schwartz, me disait, mais en fait, on a un problème avec les bases de données de facteurs d'émission. Parce que même en France, ce qui est vrai pour le territoire métropolitain ne l'est pas pour les territoires d'outre-mer. Et en fait, c'est là où le bas blesse en fait. Plus que dans la comptabilisation des unités émettrices, c'est dans le facteur d'émission qu'on applique. Et il y a eu des grands scandales. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Volkswagen. En fait, c'est un problème de calcul de facteur d'émission qu'ils ont réussi à truquer et qui a eu des conséquences très importantes. Donc, nous, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive si on veut convaincre les acteurs économiques d'y aller, il faut leur fournir un système de mesure la plus fiable possible. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Parce que, en fait, voilà, quand on est parti de ce postulat rendu populaire par Michael Bloomberg, qui est qu'il est très difficile de gérer un problème qu'on ne sait pas mesurer, en fait. Alors nous, en fait, ça paraît très, on a été très opportuniste d'une certaine manière, mais en fait, notre affaire a acquis avec le temps une cohérence. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur 3 secteurs. Les villes d'abord, historiquement. C'est ce que j'avais commencé à faire aux Nations Unies dans le cadre de ClimSat. On travaillait au niveau territorial, donc on faisait des études de vulnérabilité dans un premier temps, puis des bilans carbone territoriaux pour essayer de se projeter dans l'avenir en voyant voilà, comment est-ce qu'il faudrait aménager le territoire et investir pour réduire l'empreinte carbone d'une ville. Voilà. Alors, ça c'est un peu notre ADN de base.
Mais c'était extrêmement difficile de développer le marché puisque les villes n'ont pas vraiment de contraintes, elles n'ont pas vraiment de moyens. Les États gardent en fait la main sur les négociations climat. Donc finalement, la lutte contre le réchauffement climatique, même si tout le monde s'accorde à penser qu'elle doit être, elle se joue dans les territoires, et dans la pratique, les territoires n'ont pas vraiment la main en fait. Je ne veux pas développer, mais on pourrait en discuter si vous le souhaitez pendant le tour de questions-réponses. Et puis un jour, il y a une grande compagnie maritime qui nous a contactés et qui faisait un concours pour essayer de trouver des idées innovantes. Et donc en fait, c'est un grand fournisseur de services pour la marine marchande, qui s'appelle Wilhelmsen, qui est une société norvégienne, oui, et qui organisait ça à la demande de Mitsubishi, qui est en fait très connu, mais qui a une flotte de plus de 5000 bateaux. On les connaît peu pour leur action, leur activité en marine marchande, mais c'est un acteur important qui construit aussi des moteurs et qui souhaitait en fait prendre un peu le lead pour se différencier des low-cost compagnies, donc d'essayer de dire bon voilà, ils ont anticipé la réglementation dont je vais vous parler et on va essayer de réduire nos émissions. Donc ils ont obtenu des financements pour faire un premier rétrofitting en mettant des voiles rigides sur un de leurs bateaux de marine marchande, qui s'appelle le Pyxis Ocean. Et nous, en fait, on a proposé de mettre en place un système de mesure du CO2 et d'autres gaz à effet de serre à la sortie des cheminées de bateaux. Alors quand j'ai proposé cette idée-là, je peux vous assurer que les gens me regardaient un peu avec des gros yeux. Pourquoi vous ne voulez pas plutôt mesurer à partir de la consommation de combustible, etc. J'ai dit parce que moi, je connais la physique. Et si il faut qu'on mesure le CO2 à la sortie des cheminées, puisqu'au final, c'est là que se situe le problème, en fait. Donc il faut être au plus proche possible de la réalité. Alors le problème, c'est qu'il n'y avait rien sur étagère. Et nous, on n'était pas nécessairement des spécialistes, mais on est des bons intégrateurs, puis on avait une équipe qui était quand même assez créative. Et donc, on a trouvé les moyens de mettre en place un système qui est finalement pas très compliqué à comprendre, en fait. Il faut mesurer le flux dans la cheminée et puis mettre un analyseur de CO2 pour tester la concentration et de tout mettre ça en synchronisé. Voilà. Donc ça a permis quand même de se positionner au cœur du secteur de la marine marchande avec des grands acteurs pour essayer de promouvoir en fait une approche basée sur la mesure. Et puis quelques années plus tard, en fait, un grand groupe japonais est venu vers nous. Alors c'est des gens qui sont connus de Hitachi, tout le monde connaît Hitachi. Moi, je connaissais pour les télévisions, les appareils de son, enfin l'électronique. Et en fait, ils sont venus nous voir pour un appui pour la mesure de la séquestration carbone dans les forêts. Alors ça a donné lieu à une troisième verticale qu'on a développée. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Commençons donc déjà par la marine marchande. Alors ça, c'est le graphique que tout le monde peut construire, hein, les données sont connues, de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre par an de la marine marchande. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que c'était exponentiel, avec la containerisation, etc. C'est très important, c'est 1 gigatonne par an, plus d'1 gigatonne par an. Il y a eu un petit point d'inflexion au moment du Covid, mais c'est reparti comme en 40, comment dire. Alors bon, voilà, il y a eu des grandes étapes. Hein. D'abord, effectivement, pendant la période 1900-1950, c'était une croissance modérée. Puis, il y a eu, dans les années 50-70, une croissance notable, en fait, liée à l'introduction de la containerisation. D'accord. Et puis, ensuite, une croissance continue qui s'est modérée quelques années plus tard par l'amélioration de l'efficacité énergétique. Mais comme les volumes augmentaient, au final, il n'y a pas eu d'inflexion de la trajectoire. Et puis aujourd'hui, il y a eu une petite, timide stabilisation au moment du Covid,
Mais là, force est de reconnaître que c'est reparti. Alors c'est reparti, mais il y a quand même des efforts notables, et on va vous expliquer un petit peu comment nos clients en fait, se positionnent par rapport à ces instruments qu'on déploie sur leur bateau. Bon, d'abord quelques données. Bon, j'ai pris ça, c'est des données européennes, mais grosso modo, c'est un peu partout pareil. Donc en fait, il faut comprendre quand même que c'est les émissions du secteur marine marchande sont supérieures à celles de l'aviation. Et il ne faut surtout pas oublier qu'en fait, au final, ça c'est un peu pouillème par rapport au transport routier. Ça veut dire les voitures particulières, les camions, etc. etc. Donc en fait, si on voulait dire une politique climatique publique se doit de travailler essentiellement sur le routier. C'est-à-dire que la conversion, pour moi, du thermique à l'électrique, c'est pas un détail. Il faut le faire vite. Et puis ensuite, il faut s'attaquer effectivement au secteur transport qui finalement donne vie à la globalisation. Alors, qu'est-ce qui se fait au niveau international depuis 2023? Il y a d'abord une réglementation internationale portée par les Nations Unies au travers de l'organisation maritime internationale, qui fondamentalement a créé ce qu'on appelle le MARPOL annexe 6, chapitre 5, qui est en fait une imposition d'arriver à réduire à l'horizon 2030, voilà, les émissions de CO2 du secteur à 85% de leur niveau de base, donc 2025, pardon. Ensuite, il y a une norme mondiale sur les carburants. Il y a de plus en plus, parce qu'effectivement, un des grands problèmes, c'était pas que le CO2, mais il y a aussi le monoxyde de carbone, le soufre, etc., qui étaient liés en fait à l'utilisation de fuel lourd de très basse qualité, massivement dans la marine marchande. Donc un des vecteurs de réduction des émissions, c'est le changement du type de combustible, et notamment le recours à des combustibles biosourcés. Enfin, biosourcés entre guillemets, parce que c'est quand même en fait des biocarburants. Donc en fait, c'est issu de l'agriculture intensive, hein. C'est des plantes qui sont cultivées à cette fin-là. Mais bon, ça réduit, mais ça coûte très très cher. Donc du coup, il y a énormément de concurrence dans le secteur de la marine marchande. Donc chaque centime compte. Donc les taxes aujourd'hui sont imposées, alors on le verra au niveau européen, mais il y a enfin disons, l'Europe est première région au monde à vraiment mettre en œuvre cette réglementation internationale, notamment au titre de la tarification du carbone, qui doit arriver donc à $100 à l'horizon 2027. $100, la tonne, c'est pas anecdotique. Aujourd'hui, le maximum qu'on puisse vendre une tonne de CO2 séquestrée dans une forêt, avec un projet de très haute qualité, c'est de l'ordre de entre 65 et 80 maximum. Donc au niveau européen, elle a en fait fait écho à la réglementation internationale, avec donc une réglementation spécifique sur le fuel, et puis une extension du marché carbone régulé. Donc vous savez que enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais les marchés carbone, il y a les crédits carbone volontaires et ceux qui sont régulés. Ceux qui sont régulés sont gérés par les Nations Unies au travers d'un département spécial de la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique.
Et donc en fait, là, en fait, l'ETS, donc qui est le dispositif sur lequel n'importe quel industriel depuis des années peut aller acheter des crédits carbone, est ouvert à la marine marchande. Et puis, il y a un mécanisme d'ajustement aux frontières qui a été mis en place également, de sorte qu'au final, pour limiter l'importation de CO2, c'est-à-dire qu'au final, quand vous arrivez dans l'espace économique européen, les bateaux, quel que soit leur pavillon, sont tenus de présenter un rapport et donc de payer la taxe. Alors, les systèmes de surveillance sont de base déclaratifs. En fait, c'est ce qui s'applique dans d'autres secteurs. Hein. C'est ce qu'on appelle le MRV, donc Monitoring, Reporting and Verification. Donc, toujours fait par le principe, c'est de présenter des rapports qui sont audités par des tiers indépendants. Et donc, c'est des dispositions qui s'imposent en fait à tous les gros bateaux de plus de 5000 tonneaux. Pardon ? Alors donc, oui, bon ça, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vérification, il y a un calcul en fait des émissions qui est imposé par les entités régulatrices sur la base de la déclaration de consommation de carburant. Donc ils présentent leur facture de carburant. Donc où doit être indiqué le type de carburant. Il y a une base de données centralisée qui détermine le facteur d'émission, et puis ensuite ils leur reportent leur consommation, qui est déclarative. Tout ça se fait à la main. Nous, on a, la réglementation internationale et européenne permettent aussi d'utiliser des systèmes de mesure. Et donc, en fait, c'est un petit peu dans ce créneau-là que nous, on est entré en jeu. Parce qu'effectivement, les compagnies se plaignaient énormément, en fait, du caractère non vérifiable, arbitraire, de la taxation carbone basée sur des estimations qui n'étaient jamais vraiment justifiées. Donc les compagnies disaient, oui, mais si nous on fait des efforts, même en changeant le carburant, des fois le carburant en fait n'explique pas tout, etc. Donc en fait, ils ont été assez sensibles à l'idée de déployer eux-mêmes un système de mesure, et dans la mesure où la réglementation le permet, c'est un investissement qui les intéresse. Nous, on a fait plusieurs pilotes, et en fait, on a constaté qu'effectivement, sur le premier bateau de la flotte Mitsubishi, on a constaté effectivement un delta. C'est-à-dire qu'il y a plutôt moins d'émissions quand on les mesure que quand on applique l'estimation basée sur le facteur d'émission administratif et la consommation de carburant. Je vous dirai un petit peu plus tout à l'heure dans le retour d'expérience comment ça marche tout ça. Là, en fait, au niveau sur le deuxième secteur, les villes, là, en fait, on est sur des trajectoires qui n'ont vu aucune inflexion au fil du temps. C'est-à-dire que même si effectivement pendant le Covid, il y a eu une baisse drastique des émissions, c'est la première fois d'ailleurs qui a été la démonstration qu'il était possible que cette progression n'était pas inéluctable. Et là, en fait, ce que je voulais passer comme message au travers de ce graphique-là, c'est qu'il y a quand même il y a une notion d'injustice climatique. C'est-à-dire qu'au final, ce qu'on appelle les pays de l'annexe 1, c'est les pays développés. Et les pays non annexe 1, c'est les pays en voie de développement. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, les pays développés émettent
considérablement plus que les pays en voie de développement, même avec le rattrapage de la Chine. Donc en fait, quand on a parfois dans la presse, on entend dire que finalement le problème des émissions en Europe, aux États-Unis est géré, et qu'aujourd'hui le problème c'est plus les États-Unis ou l'Europe, mais la Chine et l'Inde, etc., les pays émergents, le Brésil, etc. Bah, c'est évidemment, quand on regarde les trajectoires de ces pays, oui, effectivement, ils arrivent à une phase de développement que nous, on a connue 50 ans avant, hein, fondamentalement, mais enfin, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il n'en reste pas moins que les pays du Sud, en développement, sont beaucoup moins contributeurs du réchauffement que les pays développés. Malgré tous les efforts fortement médiatisés qu'on a pu faire avec les plans climat, les politiques de réduction d'émissions. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire dans nos pays. Et nous, on pense, enfin moi je pense, et mes collègues, et on n'est pas les seuls à dire ça, que tant qu'il n'y aura pas de contraintes, il y a deux conditions importantes pour les villes. C'est d'abord de décentraliser la lutte contre le réchauffement au niveau des territoires et de leur donner les moyens de le faire. Et l'autorité pour le faire. S'il n'y a pas de décentralisation de la lutte contre le réchauffement, ça ne se passera pas. Et deuxième élément, ça ne se passera pas sans contrainte. Il faut que les villes puissent, comme tous les opérateurs économiques, avoir des cibles chiffrées. On ne peut pas travailler sans avoir un objectif clair à atteindre. Et ensuite, on va le mesurer. Et je vais vous montrer comment nous, on mesure les émissions de gaz à effet de serre au niveau des villes. Au niveau de la séquestration du carbone dans les forêts, parce qu'en fait, nous, dans notre logique, c'est dire voilà, les villes, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Le transport maritime, c'est important. C'est-à-dire que grosso modo, comme on a vu, au total, c'est plus de 4%. Comme l'aviation. On n'a pas pu se positionner sur l'aviation parce que, c'était déjà extrêmement, on va dire, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui achètent des crédits carbone, plus ou moins de bonne qualité d'ailleurs, dans les pays tropicaux. Donc on a décidé de se tenir un petit peu éloigné de cette dynamique-là, plutôt qu'on se concentrer sur la marine marchande. Et puis, en fait, ce qu'on cherche aussi avec la marine marchande, c'est à leur proposer aussi des crédits carbone issus de projets qu'on maîtrise et qui sont de qualité. Alors, les forêts, historiquement, elles ont fortement contribué à atténuer le changement climatique, mais ce n'est plus le cas depuis les années 90 à peu près. Grosso modo, dans la période 50-90, on était encore dans un état à peu près correct, mais ça commençait, les taux de déforestation, notamment dans les pays tropicaux, sont montés en puissance très clairement dans la décennie de 90-2000. Et malgré les efforts de lutte contre la déforestation, on est quand même sur fondamentalement une situation où la capacité totale de séquestration dans les forêts a plutôt diminué. Et elle diminue encore un peu plus maintenant avec les aléas climatiques. La destruction de forêts, les sécheresses prolongées, perturbent en fait le cycle du carbone et donc ralentissent la photosynthèse à l'échelle globale. Donc en fait, finalement, les marchés carbone forestiers sont quand même un élément fondamental. C'est pas suffisant, mais aujourd'hui, on ne peut pas financer un projet d'amélioration de la gestion forestière ou même de préservation de forêts naturelles, surtout dans les pays tropicaux, sans crédit carbone. C'est la seule possibilité de financement qui existe aujourd'hui. Donc on peut effectivement critiquer, et je ne suis pas le dernier à le faire, la piètre qualité d'un certain nombre de crédits carbone issus de projets de mauvaise qualité,
Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que en fait, il n'y a que ça aujourd'hui pour financer des projets, même de développement agroforestier. Moi, je travaille beaucoup en Afrique avec des communautés locales sur des territoires de 100 000 hectares, en partenariat avec l'UNCCD, donc la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, et trouver des financements pour, grosso modo, de l'ordre de quelques centaines de millions pour restaurer l'écologie d'un territoire de 100 000 hectares habité par des agriculteurs, pour les faire sortir de l'agriculture de brûlis, à bâti brûlis. Et ben en fait, le capital risque n'est pas du tout intéressé à ça, parce qu'il faut au moins 15 ans avant qu'ils retrouvent leur bille. Donc aujourd'hui, la seule manière de financer ce type de projet-là, eh ben, c'est de les certifier carbone et de vendre en avance une partie de ces crédits carbone-là à des industriels comme la marine marchande ou des aciéries ou des cimenteries, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de preneurs de crédits carbone de qualité pour compenser leurs émissions. Alors les prix en fait, au début c'est parti très fort dans les années 90. Et puis progressivement, on a eu un tassement et la reprise aujourd'hui, elle est réelle, mais assez timide. Alors avant, en fait, grosso modo, il y a eu pendant longtemps, il y avait très peu de projets. Et donc le prix était assez intéressant, ça a permis de motiver beaucoup de gens à développer des projets forestiers. Puisqu'on était sur des prix qui étaient de 25 $ la tonne, quelque chose comme ça. Et puis en fait, ça a chuté, notamment quand il y a eu cette latence. Avant l'accord de Paris, il y a eu, depuis 2008, la conférence de Copenhague, 2009, pardon, conférence de Copenhague et l'accord de Paris en 2015. Et ben pendant ces 7 ans-là, il y a eu une attente de la part des acteurs économiques sur quel va être le niveau des ambitions de réduction. Et l'incertitude tue le marché. Parce que, évidemment, ils n'achetaient pas, ils attendaient, tant qu'ils ne savaient pas exactement quel allait être le niveau d'ambition de réduction d'émissions auquel ils allaient devoir se soumettre, eh bien, ils ont arrêté d'acheter des crédits carbone de compensation. Et donc ça a déprimé le marché. Ça l'a fait descendre jusqu'à moins de 10 $. Et puis là, il y a une remontée, mais avec une beaucoup plus grande variabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis les scandales qu'il y a eu sur les crédits carbone forestiers, eh bien en fait, il y a un examen extrêmement tatillon, bureaucratique et complexe des organismes de certification, notamment Verra. Moi, je travaille beaucoup avec eux. Et c'est vrai que il faut s'armer de courage pour arriver au bout du processus de certification, parce que c'est des heures et des jours de terrain, d'expertise, etc., de calcul, de recalcul, etc., pour essayer d'arriver à avoir des chiffres le plus fiables possible quant à la quantité séquestrée à 40 années. Il faut assurer une permanence des crédits carbone, idéalement sur 100 ans, sinon vous avez des décotes. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement long, mais quand on y arrive, on n'est pas nécessairement déçu, parce que ça permet quand même d'atteindre des prix qui peuvent être très intéressants pour à la fois les gens qui gèrent les forêts, mais aussi tous les opérateurs qui participent via l'achat de crédits carbone au financement des opérations. Donc voilà, bon, là je vais passer, alors désolé, mes slides elles sont en anglais, mais vous êtes tous, je pense, de toute façon il n'y a pas beaucoup de... Donc en fait nous on est parti au départ sur le créneau des villes, au moment où la NASA venait de lancer son premier satellite spécifiquement dédié à la mesure des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, au sol. Donc c'est un spectromètre qui a été installé sur un gros satellite qui s'appelle OCO2. Alors ils en ont lancé un premier qui est tombé dans l'eau, etc. Le 2 et le 3. Alors le 2 est toujours en orbite. Il vient d'être décommissionné par Trump d'ailleurs. Mais bon, en fait, c'était un peu un effet d'esbrouf, parce qu'au final, on savait il a une durée de vie, il était arrivé à sa durée de vie prévue.
hein. Et puis, un deuxième instrument, ils n'avaient pas eu le financement pour le mettre en orbite sur un satellite, donc ils l'ont mis sur la Station spatiale internationale. Alors ces données-là, nous, quand on a eu vent du lancement de cette mission-là, c'était en 2014, ils ont organisé beaucoup d'ateliers pour essayer de promouvoir une utilisation pratique de ces données-là, parce que c'était un instrument, c'est une mission qui avait été, comme beaucoup, conçue pour satisfaire les besoins de la communauté scientifique, pour essayer de mieux comprendre en fait le bilan carbone à l'échelle du globe et dans sa temporalité saisonnière. Donc, et c'est là c'est grâce à ces données-là d'ailleurs qu'on a un peu découvert que l'Amazonie, par exemple, ou le bassin du Congo, n'était pas nécessairement toujours séquestrateurs. Il y avait certaines saisons où ils étaient émetteurs nets. Et donc, en fait, ils ont réussi à produire la donnée nécessaire, à pouvoir modéliser un peu mieux et mieux comprendre la dynamique de dissémination à l'échelle du globe des émissions de CO2 globales. Et en fait, nous, on a essayé de les utiliser pour les mettre au service des collectivités, en leur proposant en fait des tableaux de bord qui leur permettraient en fait au jour le jour de pouvoir suivre les émissions de gaz à effet de serre dans la ville, dans quel secteur, à quelle heure, dans quel endroit, est-ce que ça met plus ici que là, etc. Parce qu'on a tous une idée un petit peu intuitive, mais on n'a pas de système de mesure. Sauf que, en fait, ce satellite-là, il était fait. D'abord, il n'y avait qu'une seule unité. À l'époque, on ne savait pas faire des petits satellites. On savait faire que des gros satellites encore dans les années 2015. Et donc, en fait, au final, on avait des résolutions spatiales, c'est-à-dire la taille de la mesure, c'était 2 km par 1 km. Donc, à l'échelle d'une ville, ça fait que une dizaine de points, on va dire, sur une ville comme Brest, quoi. En plus, c'est un spectromètre. Donc, en fait, quand il y a une couverture nuageuse, le spectromètre n'est pas en mesure de mesurer le CO2 émis. Donc, en fait, il y a beaucoup de lacunes dans les bases de données. Mais on a pensé qu'en fait, c'était probablement la solution d'avenir. Il suffisait d'être un petit peu patient. Et de fait, aujourd'hui, on est pleinement engagé dans un projet de lancement d'une constellation de satellites dédiés à la mesure du CO2 et du CH4. On n'est pas les premiers, mais on est impliqué. C'est ce qu'on appelle le New Space, avec des CubeSats en fait, qui pèsent 16 kilos, et sur lesquels on met des instruments. Et donc voilà, ça c'est notre programme Space Climatics. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Il se trouve que moi je suis agronome et que je travaille aussi dans les pays tropicaux. Et j'avais vu qu'effectivement, les chercheurs de l'IRD en Inde utilisaient des tours à flux avec leurs collègues indiens. Alors, des tours à flux, c'est quoi ? C'est des mâts sur lesquels il y a un anémomètre électronique. Et puis, on met tout un tas de capteurs, dont des capteurs infrarouges, qui permettent de mesurer les émissions et d'en calculer l'origine avec un calcul de l'orientation du vent, etc. Et je me dis, bon, si on mettait ce type de dispositif de façon échantillonnée dans une ville, peut-être on arriverait à faire une cartographie fine en fait, des émissions en quasi temps réel. Alors, il y a un problème avec le son, je crois, non ? C'est bon. Ah oui, c'est parce que je bouge. Excusez-moi. Donc en fait, on s'est dit, en plus les tours à flux coûtaient quand même 40 000 € l'unité, donc c'était pas trop dans les moyens des villes. Et puis on a trouvé finalement des capteurs beaucoup plus petits, beaucoup moins chers, mais qu'on pouvait déployer sur le mobilier urbain en fait. Et c'est ce qu'on a fait, je vous montrerai un exemple concret, et comment on peut exploiter la donnée pour donner réellement cet outil, ce dashboard aux villes. Et on est actuellement engagé dans un programme satellite pour que... C'est mieux comme ça ? Pour que, au final... Je m'entends en fait, désolé. C'est bon ? Pour qu'au final, effectivement, au fil du temps,
les données acquises par la constellation de nanosatellites dédiés qui travaillent à 100 mètres de résolution puissent prendre le relais des capteurs au sol, qui sont quand même des capteurs connectés. Bon, c'est pas qu'ils coûtent très cher, mais quand même, c'est assez lourd à déployer. Il faut faire des partenaires avec les villes. Enfin, je veux dire, c'est pas un système qui est anodin, hein. Comme tout système déployé au sol, il y a des contraintes juridiques sur l'utilisation de l'espace public, etc. Il y a tout un tas de normes environnementales et qui sont tout à fait fondées d'ailleurs, hein. Je ne les critique pas. Mais si on devait équiper les 4000 villes de plus de 100 000 habitants qui sont responsables des 70% d'émissions de CO2 à l'échelle du globe, on n'aurait pas fini, quoi. Donc on cherche justement à créer cette constellation de nanosatellites pour pouvoir justement réduire le nombre de capteurs nécessaires à la calibration de nos instruments en orbite et de pouvoir échantillonner, c'est-à-dire ne pas devoir faire ces calibrations pour toutes les villes du monde. Donc ça rendrait le système, à terme, à l'horizon, disons, d'ici 5 ans, on pourrait avoir un système mondial de surveillance des émissions de CO2 à l'échelle des villes qui soit robuste et fonctionnel. Alors voilà, bon, j'ai quelques petits slides. Donc, voilà ce qu'on a fait pour la marine marchande. Donc en fait, grosso modo, on a un capteur qu'on a installé dans la cheminée. Alors c'est des équipements assez compliqué, assez onéreux. Total, un système, grosso modo, avec toute l'installation, le test, etc., c'est de l'ordre de 100 000 euros. Mais 100 000 euros pour un enjeu, en fait, grosso modo, une compagnie comme MSC, que vous devez connaître, ils s'attendent à payer plus de 500 millions de taxes carbone sur 3 ans. Et qu'on leur a démontré qu'en fait, s'ils mettaient un système de mesure, eh ben, le delta de 7% entre ce qui est mesuré et ce qui est estimé, bah, ça leur permettrait d'économiser quelques dizaines de millions qu'ils pourraient donc réinvestir plutôt dans des dispositifs. Alors moi, je ne crois pas beaucoup à l'utilisation de biocarburants parce que, en fait, c'est un peu déshabiller les gens pour habiller Paul, mais enfin, puisque finalement, on est obligé de produire de la canne à sucre ou du maïs, etc., pour produire des biocarburants. Donc, ce n'est pas vraiment une solution. Par contre, les solutions basées sur les voiles rigides, ça, c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus intéressant et porteur. Et donc, si on peut les aider à économiser de l'argent sur la taxe carbone dont on ne sait pas trop où ça va aller pour le réinvestir dans du rétrofitting qui sera lui efficace, eh ben, on aura contribué à avoir un impact. Donc c'est un peu ça notre philosophie. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on met tout ça dans une interface web en fait, qui est disponible à la fois pour l'équipage en mer et pour l'armateur, pour l'opérateur, etc. Et donc en fait, ça permet aussi en temps réel de mesurer la différence entre la consommation, les émissions, et puis de pouvoir créer des conditions. On intègre aussi des données météo, des données courantologiques, de façon à pouvoir faire de notre instrument de mesure un outil pour que les bateaux puissent se renforcer dans leur concept d'éco-navigation. C'est-à-dire qu'en fait, au final, la meilleure route climatique, ce n'est pas nécessairement la route la plus courte. C'est un petit peu comme, alors moi je me suis beaucoup inspiré, j'ai beaucoup travaillé avec des collègues de la voile, course à voile, etc. Et on sait très bien que quand on veut traverser l'Atlantique, en fonction des conditions météo, il faut parfois accepter de parcourir beaucoup plus de distance pour bénéficier de conditions plus favorables. Et ben en fait, pour les bateaux de marine marchande, c'est la même chose. Et on voudrait les amener dans cette direction-là, mais pour ça, il faut qu'ils aient ces systèmes de mesure, de pilotage en temps réel, de l'impact en fait environnemental. Donc, s'ils pouvaient piloter leur route, piloter leur bateau en faisant gaffe au climat, aux conséquences sur le climat, bah ça serait notre but ultime. Alors le système, je vais vous le présenter, j'ai quelques slides qui vous parleront un peu mieux. Pour les villes, en fait, on a réussi effectivement à développer un système qui permet en fait de... Alors, on a des capteurs
On a commencé par la ville de Dijon, qui mesure en fait la concentration du CO2 toutes les 15 secondes. Donc on fait une moyenne toutes les minutes et puis on récupère les données toutes les heures. D'accord ? Et ça, en fait, on a 70 capteurs dans toute la ville de Dijon, qui est à peu près de la même taille que Brest. Et puis ces données-là, c'est des données de concentration de CO2. Donc c'est des mesures en ppm. Ça ne nous dit pas évidemment d'où les émissions viennent. Donc en fait, on a fait entrer toutes ces données-là dans ce qu'on appelle un logiciel de CFD, de Computerized Fluid Dynamics. Donc s'il y a des physiciens dans l'assistance, c'est les équations de Navier-Stokes qu'il faut arriver à résoudre pour arriver à rétroplumer. Donc en fait, grâce à ce logiciel-là, on peut arriver, les capteurs qu'on a au sol nous servent en fait de balise signal en fait. Comme on les utilise dans le contexte des pollutions atmosphériques liées à l'émanation de toxiques depuis une usine, on met des capteurs un petit peu autour et on peut arriver d'où vient la fuite en faisant ce qu'on appelle le rétro-pluming dans le langage commun. On ingère la donnée en fonction de la dissémination du panache. On retrouve en fait la quantité émise et le point d'origine. Puis en fait, dans la troisième verticale, on travaillait sur la forêt. Et en fait, on est assez fiers d'être le premier projet. On n'a pas encore la certification, on a encore quelques petits détails à régler avec le certificateur. Mais on sera le premier projet japonais certifié par une méthode qui a été développée pour les États-Unis et qui était faite pour être plutôt réservée à leur consommation. Et en fait, pourquoi? Alors le Japon, c'était intéressant. Comme je vous l'ai dit, on a été approché par Hitachi, donc au début, je ne comprenais pas trop ce qu'ils voulaient. Et puis en discutant avec eux, j'ai appris en fait que le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, était encore plus dévasté que nous. Brest était détruite, mais eux, ils ont pris cher. Et donc en fait, c'était la misère dans les campagnes, c'était la misère dans les villes. Et donc en fait, l'empereur a privatisé toutes les zones en fait de veine pâture qu'on appelle chez nous, quoi. D'accord ? Donc grosso modo, le Japon c'est très montagneux. Il y a une topographie très accidentée, c'est volcanique. Et il y a très peu de zones plates. Donc les zones plates ont toujours été utilisées par les fermiers pour produire du riz, etc. Et puis donc le reste était traditionnellement utilisé pour le pâturage des animaux. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, par décret impérial, ces terres-là de veine pâture ont été privatisées. Et donc les petits paysans ont été encouragés à planter des arbres. Et aujourd'hui, il y a 25 millions d'hectares de forêt au Japon. Alors pour vous donner une idée, la France, qui est un des pays les plus forestés d'Europe, c'est un territoire qui est un tiers plus grand et qui n'a que 33 millions d'hectares. Donc ça veut dire qu'il y a pratiquement 40% de plus de forêt au Japon proportionnellement qu'en France. Alors le problème, c'est qu'ils ont fait ça à la japonaise. C'est-à-dire que tout ça s'est fait en moins de 15 ans. Et ils ont planté une seule espèce. Enfin, au départ, ils ont parti sur 3-4, mais en fait, dans la pratique, il y en a une qui a dominé tout, ce qui est ce qu'on appelle le suji au Japon, qui est le Cryptomeria japonica, ou le cèdre du Japon. Et donc, en fait, ils s'y sont mis, mais ils ont couvert toutes les montagnes en 15 ans de la même espèce au même moment. À l'époque, il n'y avait pas de clone, mais c'est quand même très très homogène. Ils ont planté ça à plus de 1000 pieds hectares, comme on fait habituellement, sauf qu'en général, on fait une éclaircie tous les 7 ans, pour arriver à réduire la densité et ne garder qu'au final les arbres d'avenir. Mais il y a eu rebond économique dans les années 60. Donc en fait, tout le monde a quitté les campagnes pour venir travailler en ville, etc. Ville de Tokyo, Osaka, etc. se sont développées énormément. Et donc du coup, en fait, les zones rurales ont été abandonnées. Et les forêts avec. Jusqu'à tel point que dans les années 70,
eh bien, ils ont dû mettre en place des coopératives, donc les propriétaires qui étaient déjà âgés, hein, parce qu'ils avaient, grosso modo, bah, ils avaient peut-être 40 ans ou 30 ou 40 ans à la fin de la guerre, ils arrivaient à avoir 60, 70, pas de moyens d'entretenir leur lopin de forêt, donc du coup, ils ont créé des coopératives, et les coopératives ont été chargées de gérer ces forêts-là. Sauf qu'en fait, le marché n'était pas très porteur. Donc du coup, les acheteurs de bois japonais préféraient aller importer de Chine. Donc en fait, et comme les Japonais sont des gens extrêmement rigoureux dans leur activité économique, ils détestent le risque. Donc en fait, ils ont maintenu leur capacité d'éclaircie au niveau de leur vente de bois. Donc, pour la première coopérative, pour citer juste l'exemple de la première coopérative avec ils ont un domaine de 12 000 hectares à entretenir et ils n'arrivent par an à entretenir que 140 hectares. Ça veut dire que, bah, vous faites le calcul, il leur faudra presque 60 ans pour passer une fois dans chaque parcelle. Donc c'était pas soutenable. Donc en fait c'est pour ça qu'en fait on a créé ce projet d'amélioration de gestion forestière de façon à accélérer le rythme en fait d'entretien, rattraper le temps perdu finalement, retrouver des densités et puis avoir les moyens de financer cette action-là. Et donc sans les marchés carbone, ça sera impossible. Bon, bah, nos petites affaires, là, les trois équipements en fait, que nous, petits privés, dans notre coin brestois, enfin on est un petit peu partout, on est au Japon, à Copenhague, à Paris, etc. Et en fait, on a quand même trois brevets déposés. Parce que ça aussi, il faut se protéger quand on est une entreprise sur l'investissement intellectuel qu'on a pu faire. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà ce que ça donne. Alors là, je vais passer très rapidement quelques cas concrets. Ça, c'est ce qu'on appelle Cyan, c'est-à-dire c'est le système qu'on a mis en place sur la ville test de Dijon et qui est notre manière en fait de cartographier en temps réel les émissions de CO2 et de rendre cette information-là disponible en temps réel aux villes. Donc vous voyez, les capteurs, ils ne sont pas grands, hein. Chacun coûte à peu près de l'ordre de 500 €. Donc on en a 70 installés dans la ville, sur les poteaux d'éclairage public. Et puis donc en fait on a intégré donc la CFD, donc, la Computerized Fuel Dynamics. Donc en fait ça c'est des visuels qui vous montrent en fait comment c'est comme quand on fume ou quand il y a une dispersion, il y a des turbulences, etc. Donc ça c'est des choses qui sont très bien connues par les physiciens spécialisés bien sûr, et donc en fait qui ont été on va dire informatisés, modélisés, avec suffisamment de précision pour pouvoir être utilisé en contexte opérationnel. Donc en fait, on fait ingérer nos données, et donc voilà, ça donne au final des choses comme ça. Donc ça, c'est l'image à T0 de Dijon. Donc vous voyez que le centre-ville, plus on s'éloigne, moins ça émet. Bien. Okay. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer. Et en fait, on a utilisé le même framework, en fait, le même maillage, voilà, que utilise Uber, en fait. C'est ce qu'on appelle le H3. Et ça nous a permis de restituer les données à des pixels de l'ordre de 60 mètres de côté, quoi. D'accord ? Et donc, ça nous permet d'avoir un bilan carbone par pixel en fait. Et là, c'est pas la mesure du capteur, c'est la mesure du capteur ingérée par un système, un modèle qui nous permet ensuite qu'on restitue et qu'on comptabilise au fil du temps de façon à avoir des bilans carbone. Alors ça permet de voir des choses très intéressantes d'un point de vue opérationnel, parce que par exemple, quand on regarde un rond-point, il a un bilan carbone, mettons, de 600 tonnes par an, et vous regardez le rond-point d'à côté, il a 200. Alors qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que qu'est-ce qui s'est passé en fait,
bien souvent, ce qu'on voit comme constat, c'est que quand on fait un bon aménagement de la circulation, eh ben, ça fluidifie le trafic et ça réduit considérablement les émissions de CO2 à l'échelle du ville, et ça on peut le voir. Et donc en fait ça sert un petit peu notre système à cibler l'action. Alors il y a tout un tas de données statistiques qui sont disponibles évidemment en temps réel. Quelques petites slides sur le projet forêt. Alors vous voyez, on utilise énormément d'images satellites. En fait, le premier diagnostic qu'on a fait, c'est on a pris 20 ans d'images satellites, Copernicus, du système européen Copernicus, Sentinel-2, toutes les 10 jours, calculer les indices de végétation. Et en fait, on a eu une approche très statistique pour essayer d'en faire un... Alors, je vais vous montrer, voilà. On a compilé ça et ça nous a permis de voir qu'effectivement le NDVI, donc l'indice de végétation, tendanciellement sur le temps long, il était déclinant. On a tracé simplement la droite de régression et on peut le faire pixel par pixel, c'est-à-dire tous les 10 mètres. D'accord ? Donc ça permet d'avoir une fiabilité. Et ensuite, on est allé voir sur le terrain pourquoi, et c'est là qu'on a découvert un petit peu les conditions de... Voilà, c'est ça le problème en fait. Une surdensité, alors surtout à droite, et puis ça c'est ce qu'on pourrait, il serait souhaitable de faire. Donc c'est là que j'ai découvert sur le terrain, en ayant identifié le problème grâce au travail de données sur l'imagerie satellitaire, sur le temps long, sur 20 ans, tous les 10 jours, d'arriver à poser un constat qu'ensuite dont on a été explorer les causes sur le terrain. Et donc, en explorant les causes sur le terrain, on a compris aussi, en discutant avec les forestiers, quel était le problème. Et c'est là que j'ai découvert toute l'histoire que je vous ai racontée, que je n'ai pas trouvée dans les publications, que je n'ai pas trouvée dans aucun livre, mais que j'ai appris en fait de ce projet-là. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. On prend quelques questions, s'il vous plaît. Alors... J'ai une première question. En fait, j'ai deux questions. J'ai une première question. Vous mesurez le CO2 dans les cheminées de navires. C'est quand même difficile parce que c'est en fonction il y a une fonction des vents, il y a une fonction des pressions, il y a une fonction... Alors, comment vous y prenez ? Alors, le premier système qu'on a utilisé, on a utilisé une première technologie, puis maintenant on en utilise une deuxième. On n'a pas abandonné la première. Grosso modo, il y a le système cold-wet dry cold et hot wet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le premier système qu'on a utilisé, qui est le plus cher en fait. On a un spectromètre, mais préalablement, on met une sonde dans le tuyau de cheminée. C'est en grosso modo une sonde pitot, tout bêtement. Et puis non, pardon. La sonde pitot nous sert à mesurer le flux. Mais on a une probe, une sonde sur laquelle on pompe en fait des volumes de fumée de cheminée à intervalles réguliers. Donc voilà, toutes les 10 secondes, il y a un nouveau chemin. Enfin, 30 secondes, pardon. Il y a un cycle de 30 secondes de mesure. Et puis, on mesure, en fait, avant, on doit le conditionner. C'est-à-dire qu'on doit l'homogénéiser, le refroidir, l'homogénéiser, et pour qu'il puisse passer de façon homogène dans l'analyseur. Ça, c'est la voie refroidie et sèche, qui suppose un conditionneur, qui coûte lui-même déjà aux alentours de 15 000 €. Il y a une autre technologie qu'on utilise maintenant depuis l'année dernière, qui est en fait qui traite en fait, qui analyse le gaz sans avoir besoin de le refroidir et de l'assécher.
Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus... alors, c'est un industriel allemand. Enfin, de toute façon, les deux étaient allemands. Hein. Enfin, le premier était plutôt norvégien, l'analyseur. Là, celui-là, c'est tout. On a pris tous les équipements chez un équipementier allemand. Et là, en fait, on a des données, puis on compare. Et bon, c'est très fiable. Donc, en fait, le challenge, c'est... avec les nouveaux équipements, c'est quand même beaucoup plus facile quand on n'a pas à reconditionner le gaz. Voilà, parce que c'est quand même un peu chaud dans la... Alors on a des contraintes hein, pour avoir la certification de l'auditeur accrédité. Il faut qu'on mesure... On a surtout des problèmes, pas tellement sur l'instrument de mesure de la concentration du gaz, mais sur le flux-mètre, c'est les sondes Pitot. Parce qu'il faut effectivement pas qu'il y ait d'effet Venturi, donc il faut que le flux qu'on mesure avec les sondes Pitot soit représentatif dans tout le diamètre de la cheminée. Donc ça c'est un peu compliqué, il y a des normes à respecter. Ou alors de faire du profilage de CFD, comme on fait pour les villes, de modéliser le flux de la cheminée pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité, de fiabilité sur l'année. Voilà. Alors dans ce cas-là, ok j'ai compris. Mais dans ce cas, comment vous expliquez qu'il y a une différence de 7% par rapport au calcul fondé sur la consommation de fuel? Alors, en fait, c'est parce que c'est le facteur d'émission, je pense. On n'en sait pas trop, mais c'est probablement ça, c'est la seule explication plausible. C'est-à-dire que peut-être que l'administration, quand elle définit les facteurs d'émission, est plutôt conservatrice, quoi. D'ailleurs, il est question qu'ils réduisent les facteurs d'émission, parce qu'ils se sont évidemment rendus compte que quand on compare, évidemment, ça... Voilà. Oui, s'il vous plaît, oui. J'aimerais savoir quel est le pourcentage de la flotte mondiale de gros navires qui est équipée de ce tracking d'émissions. Et est-ce que vous êtes les seuls à proposer ce tracking? Alors, historiquement, on a été les premiers, ça c'est historique, on a été les premiers à le proposer. Aujourd'hui, si la concurrence arrive, hein, certains partenaires avec qui on avait travaillé dans le passé se positionnent. Donc ça commence. Alors pour l'instant, c'est encore anecdotique. Hein. Nous, en fait, aujourd'hui, on a une dizaine de bateaux équipés sur les 50 000. Hein. Donc, mais bon, ça peut aller très vite en fait au final. Hein. Oui, une question sur les certifications CO2. Les ONG écolos sont très contre les quotas carbone et il y avait eu un scandale qui les avait bien aidés, c'était Vera notamment. Alors est-ce que vraiment, vous qui êtes sur le terrain, c'est la corruption totale, tout est bidon, les forêts en fait sont pas gérées et on donne des faux certificats, ou il y a quand même quelque chose de sérieux et c'était un événement ponctuel et on va pouvoir investir dans cette direction, quoi? Alors malheureusement, ce n'était pas un événement ponctuel, il faut bien être honnête. Moi, personnellement, en tant qu'agronome et forestier spécialisé des milieux tropicaux, j'ai souvent déploré l'opportunisme. Il y avait des projets qui étaient bâclés. Il y a notamment une entreprise française qui se présente parfois comme une ONG, que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème, mais c'était proprement scandaleux. Enfin, je veux dire, ils se sont fait de l'argent sur la vente de crédit carbone. Et après, en fait, les gens qui étaient chargés sur le terrain, notamment des ONG, pour faire le travail d'accompagnement des fermiers, etc., qui plantaient du teck au Pérou, etc., ben, en fait, ils avaient pas de moyens, quoi. Donc c'est ça qui est le problème, en fait. Et aujourd'hui, le standard, Vera, ils ont compris la leçon, le patron a démissionné, et là, alors maintenant ça devient hyper bureaucratique, donc, mais c'est toujours le trade-off en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une phase où c'est extrêmement compliqué, extrêmement lourd, donc extrêmement coûteux, etc. Et ça, c'est propre à décourager beaucoup d'ONG. Aujourd'hui, une ONG n'est pas capable de développer un projet carbone pour le faire certifier, c'est juste impossible. Mais bon, voilà quoi. Donc on est en fait toujours dans un arbitrage entre fiabilité, donc beaucoup de précision, beaucoup de processus très compliqués, très longs, mais d'un autre côté, ça garantit la qualité. Donc le retour, au final, le marché est assez, comment dire, j'ai envie de dire, est assez gratifiant. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu tellement de scandales, justement, qu'aujourd'hui, les acheteurs, ils préfèrent payer cher la tonne,
mais en avoir pour leur argent, quoi. Merci, on va arrêter la séquence là, on peut l'applaudir. Hein. Merci beaucoup.